que c'est pas facile de se présenter. Bon, je suis professeur des universités, docteur en économie et masterant en droit. Je suis aussi promoteur du centre hospitalier La Main Dédiée, président de la fondation Omeonga Nico Foménique. Et en gros, voilà ce que je suis. Oui, ce concept me tient à cœur, comme vous le dites, parce que pourquoi ce concept? Parce que quand vous remarquez, Prof Omeonga est l'un des vaillants défenseurs de la jeunesse, mais c'est fait malheureusement que cette jeunesse est dans un chômage chronique. Et je me suis dit, comment faire pour que cette jeunesse qui croupit dans la misère, comment il peut devenir active. J'ai dit, avec l'employabilité, alors que les pays, tels que vous le savez, depuis le pillage et même la gouvernance kleptocratique, ne permet pas ce qui est création d'emplois. Donc, les meilleurs moyens pour résoudre le chômage des jeunes passent par l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle je consacre le gros de mon temps pour animer des conférences, des séminaires, pour former la jeunesse, parce que j'ai dit, depuis 60 à ce jour, il y a ce que j'appelle l'échec transgénérationnel, qui s'est perpétué et qui est caractérisé par la précarité de la jeunesse. Or, la bonne manière de la tirer de cette précarité, c'est de les pousser à l'entrepreneuriat. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Comme le mot l'indique. Entreprendre. Il y a des verbes actifs. Entrer et prendre. Donc, je vais faire entrer la jeunesse en activité et prendre ce qui revient de droit pour qu'ils deviennent actifs. Parce que l'entrepreneuriat permet à la jeunesse de se donner de l'emploi, mais aussi d'avoir des moyens de richesse. Donc, voilà pourquoi j'estime que la voie royale pour résoudre définitivement la question du chômage en RDC passe par l'entrepreneuriat. Oui, je dirais même plus. Au lieu de parler seulement de l'entrepreneuriat féminin, moi je préfère parler de l'entrepreneuriat au féminin. Parce que dans ces pays, vous tenez, depuis, moi j'ai habité Limete. Limete, le premier rue à 18e rue était essentiellement de l'autre côté constitué des industries, des sociétés, c'est ainsi qu'on l'appelait Limete industriel. Mais depuis un certain temps, depuis le dépillage, ce côté-là, si on devrait être sérieux ici, tout en étant chrétien, je préfère parler de Limete spirituel, Limete chrétien, parce que toutes ces entreprises et industries ont été remplacées aujourd'hui par des églises. Moi-même, je suis chrétien de nouveau. Mais comment, et depuis ce temps-là, le pays a sombré dans le chômage. Alors, qui tiennent aujourd'hui les foyers ou les ménages? Ce sont les femmes. Mais les femmes, ils les tiennent comment? Ils font de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat que font les femmes actuellement, c'est dans le secteur informel. Et je sais, il faut noter que même l'entrepreneuriat, même dans des pays émergents, des pays développés, ça commence toujours au niveau du secteur informel, mais on doit arriver à formaliser. Voilà. Bref, aujourd'hui, ce sont les femmes qui tiennent l'entrepreneuriat au Congo parce que tous les matins, ils se réveillent pour aller chercher les pains et revendre. Tous les matins, ils cherchent des braises pour revendre. Tous les matins, ils font tout, ils font des beignets et c'est ce qui soutient la sécurité sociale aujourd'hui est tenue par les mains des maîtres, par les braves femmes qui sont des véritables entrepreneurs. Raison pour laquelle je pense que l'entrepreneuriat au Congo, il n'est pas question de parler d'entrepreneuriat féminin. Moi, je pense qu'il faut parler de l'entrepreneuriat au féminin parce que ce qui existe aujourd'hui est tenu par les femmes. Non, je suis désolé. L'apport de l'entrepreneuriat féminin, son apport est encore marginal.
Pourquoi? Parce que cet entrepreneuriat est tenu dans le secteur informel. Mais si c'était déjà formalisé, son apport allait être beaucoup plus significatif. Parce que comment l'entrepreneuriat peut avoir des contributions dans l'économie? C'est en créant des richesses. Et ces richesses sont collectées par les régies financières. Et pourtant, aujourd'hui, cet entrepreneuriat est encore au niveau du secteur informel. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas répertoriés par les fiscs. Donc, ils ne contribuent pas significativement dans la formation des produits intérieurs bruts, c'est-à-dire la richesse nationale annuelle. Et aussi dans la création des emplois. Et ces emplois-là sont encore des emplois précaires, alors qu'on a besoin d'emplois pérennes, durables. Voilà pourquoi j'ai dit que l'entrepreneuriat aujourd'hui n'apporte pas de manière significative dans l'économie de la RDC, mais il reste encore un entrepreneuriat pour soutenir les ménages. C'est un entrepreneuriat à caractère alimentaire, malheureusement. On passe encore une fois, j'ai dit que plus que jamais, on a besoin d'un État stratège. C'est l'État qui crée des conditions d'opportunité économique. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays où la théorie qui dit qu'il n'y a pas d'économie sans crédit n'existe pas. On dit qu'il n'y a pas d'économie sans crédit, c'est quand il y a un système bancaire fiable qui permet l'octroi de crédit. Mais comme il n'y a pas une bonne politique d'octroi de crédit, beaucoup de nos jeunes, de nos femmes sont exclus des systèmes bancaires et ne bénéficient pas de crédit. Or, si l'État met en place des conditions pour permettre l'octroi de crédit, et tous ceux-là qui bénéficient de crédit seront d'office répertoriés et ainsi seront dans le carquois du fisc. Ainsi, cet entrepreneuriat qui, hier, aujourd'hui est encore dans l'informel, peut maintenant s'insérer petit à petit dans le secteur formel avec la réglementation, avec l'appui et l'accompagnement de l'État qui doit mettre des filières d'entreprise, mais aussi des incubateurs. Parce que vous savez, de tout le temps, j'ai toujours dit que ce qui sauve les nations, ce qui sauve les pays, c'est l'éducation. Vous voulez aller vite à la croissance, même à l'éducation, on passe par l'éducation. Mais jusqu'ici, et j'ai toujours dit qu'il y a 3 formes d'éducation, mais aujourd'hui j'ajoute qu'il y en a 4. Nous avons les besoins d'éducation parentale, l'éducation scolaire, l'éducation spirituelle, mais aussi et surtout l'éducation financière. Et quand nous parlons de l'entrepreneuriat, ça relève de l'éducation financière. Comment gagner l'argent, comment fructifier, et comment gérer judicieusement. Parce que pour la plupart des cas, les comportements qui animent ceux qui cherchent l'argent, soit qu'il se livre dans la prodigalité, soit il est dans la parcimonie. La prodigalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la propension à dépenser de l'argent ou à gaspiller, alors que la parcimonie, c'est cette gestion qui permet d'avoir une tendance à épargner. L'épargne donnant égale à l'investissement. Parce qu'on ne peut, et j'ai toujours dit, et je vous ai toujours répété qu'on s'enrichit avec l'argent des autres. Malheureusement, dans ces pays, on a mis dans la tête de l'élite et même des masses populaires que la dette est une mauvaise chose à cause des initiatives PPTE. Non, la dette n'a jamais été une mauvaise chose. C'est-à-dire quand on contracte, quand on bénéficie d'une ligne de crédit, mais comment on l'utilise, c'est là où se pose le problème. Vous serez surpris que les pays les plus riches du monde, les plus développés, qui est les États-Unis, c'est les pays les plus endettés. Donc la dette n'a jamais été une mauvaise chose. Comment on l'utilise, comment on la canalise. Si on emprunte pour entreprendre et vous prenez cet argent pour gaspiller, là la dette devient maintenant suicidaire. Mais si on contracte la dette, mais aussi j'ai parlé les quelques banques qui existent. Moi je suis toujours qualifié que c'est une sorte de bancarisation, une communautarisation bancaire, parce qu'il n'y a que des communautés d'affaires, malheureusement étrangères. Je n'ai rien contre, je ne suis pas xénophobe, je suis patriote. Mais il se fait que ces banques-là, est-ce qu'ils sont réellement des banques? Non, ce sont des boutiques, ce sont des
véritable cambiste. L'objectif poursuivi, ce n'est parce que toute banque a deux vocations. Soit il soutient les ménages, soit il soutient l'économie. Mais nos banques, les taux est exorbitant, et taux prohibitif de 18%, avec un échéancier écourté. Dans cette condition-là, aucun entrepreneur, quoi que l'entrepreneur c'est un preneur de risques, même si vous êtes riscophile, dans les contextes congolais, on ne saura pas. Parce que nous sommes au mieux dans un désert financier, au pire dans l'enfer financier. Et ajouter à cela le terrorisme fiscal qui ne dit pas son nom. Ça ne favorise pas. C'est ainsi que tout le temps, quand on fait la classification sur les doing business, nous occupons jalousement la quai. Pourquoi? Parce que le climat des affaires n'est toujours pas. Non, ça ne favorise pas. Parce que pour qu'il y ait. Nous avons besoin de la sécurité judiciaire et la sécurité juridique. La sécurité juridique, certes, ça existe. Parce qu'il y a des textes. Il y a des textes juridiques, législatifs et réglementaires qui organisent l'entrepreneuriat. Là, pas le problème. Et moi-même, j'ai été assistant parlementaire et j'ai toujours dit que dans ces pays, on assiste, autant nous assistons à l'inflation économique, autant nous assistons aussi à l'inflation législative. Nous sommes l'un des parlements qui produit parfois à profusion les textes juridiques. Malheureusement, ces textes-là ne sont pas pris. Ceux qui sont censés respecter la loi et le faire appliquer ne le font pas. Alors, donc la sécurité judiciaire est là parce que les textes l'organisent. Mais la sécurité judiciaire, ça n'existe pas. La sécurité judiciaire, c'est quand un homme d'affaires a des problèmes avec l'État, il doit se plaindre auprès de qui? Aujourd'hui, comme vous le savez, tous les tribunaux qui existent, et nous décrions, on dit même que il était malade, l'appareil judiciaire, mais là on dit qu'il est agonisant. Je crois d'ici là, on pourra signer son certificat de décès. Donc, c'est la justice qui élève une nation. Dans un pays où on se caractérise par la délinquance, dans tous les domaines, où on met des tracasseries d'ordre financier, d'ordre fiscal, d'ordre administratif, d'ordre policier, dans un climat comme celui-là, ce climat-là ne favorise pas l'entrepreneuriat et le climat des affaires n'est pas au rendez-vous parce que quand il y a un bon climat d'affaires, ça crée des opportunités économiques individuelles et collectives. Tel n'est pas le cas malheureusement. À l'État, d'abord à la jeunesse. Voilà un bel exemple. On devait commencer par là. Je salue le nouveau président sénégalais. C'est un jeune. Vous savez, moi je suis défenseur, je suis aussi panafricain. C'est, je crois, le plus jeune président du Sénégal. Il a à peine 44 ans. Et voilà comment un bel exemple. Le Sénégal qui faisait rêver, c'était la seule démocratie dans l'Afrique francophone. Mais Macky Sall, qui au départ j'avais salué, mais il a été aussi entraîné par cet aboulement du pouvoir où il voulait tripatouiller la constitution, faire retarder. Mais heureusement, la jeunesse qui est sénégalaise, je salue la jeunesse sénégalaise qui est très éveillée, a barré la route à ce monsieur qui est sorti par la porte. Et pourtant, c'était un président que j'avais admiré au départ, mais là, il a fini mal sa mandature. Donc la recommandation, c'est d'abord, quand il s'agit de l'entrepreneuriat, c'est d'abord et surtout la jeunesse. Parce que l'entrepreneuriat relève de ceux qui ont le goût du risque, des riscophiles. Nous, les adultes, nous, les vieux, on a l'aversion au risque. On ne sait pas prendre les risques. Alors que c'est la jeunesse. Donc, j'interpelle une fois de tout. Que la jeunesse enlève de sa tête que je termine, je dois être utilisé, employé. Et le mot là même, il est péjoratif. Comment un humain peut employer un autre humain? Le salariat,
c'est de la pauvreté en sursis, alors que l'entrepreneuriat, c'est de la fortune en puissance. Donc, j'exhorte les jeunes qui me suivent ici dans la capitale à l'intérieur du pays de s'adonner à l'entrepreneuriat. C'est ce qui garantit l'auto-emploi et qui garantit aussi la prospérité. Et j'ai dit, nous sommes pendant la période de Pâques, tout chrétien a l'ADN entrepreneurial. Tous ceux ou celles qui n'entreprennent pas, il est en train de désobéir à l'ordre divin et il est en train de pécher tout le temps parce que depuis la création de l'humanité, notre ancêtre commun, Adam, quand on l'a placé au jardin, c'était pour faire l'entrepreneuriat agricole. Notre symbole de prospérité pour nous chrétiens, c'est Abraham. C'était un entrepreneur agropastoral. Jusqu'à son vieux âge, il est resté prospère. Tout le temps, les abbés, les pasteurs nous disent d'être prospères. Mais ils ne nous disent pas comment le devenir. Le seul moyen de devenir prospère passe par l'entrepreneuriat. Mais à l'État, aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'État-providence. On a besoin d'un État stratège. Et cela relève de l'intelligence économique. Il faut que l'État crée des conditions optimales qui permettent, qui favorisent un climat attractif, un climat des affaires qui donne de l'opportunité. Donnant, par exemple, à créer des conditions d'octroi de crédit, mais en sécurisant ceux qui entreprennent. Ça, c'est à ce prix-là que l'État, véritablement, un État de droit, l'entrepreneuriat ne peut s'opérer que dans un État de droit. Malheureusement, l'État auquel nous assistons, c'est un État de police. Sinon, s'il n'est pas encore, mais il s'apparente à un État de police. Donc, il faut que nous, vraiment, nous tenons à respecter tous les droits économiques, sociaux, qui sont consacrés du reste de la Constitution. Et ainsi, la liberté d'entreprendre sera la règle et l'employabilité